Les questions environnementales ont une importance de plus en plus grande aujourd'hui dans les relations internationales. Nous avons décidé d'aller à la rencontre d'un acteur de terrain, Olivier Mouchietté, directeur du site protégé de Bombo-Louméné, avec qui nous allons parler tout simplement environnement. Magnéto. Bienvenue dans ce focus dans le cadre, vous le savez, du journal diplomatique où nous nous faisons un point d'honneur d'aborder toutes les questions liées notamment à la vie internationale. Et aujourd'hui, nous allons particulièrement nous intéresser aux questions environnementales avec un acteur de terrain. Vous le savez, depuis maintenant plusieurs années, les questions relatives notamment au changement et au dérèglement climatique occupent une place importante dans les médias. Ce n'est pas de manière tout à fait hasardeuse puisque l'on enregistre effectivement dans le monde des effets extrêmement dévastateurs par rapport à ce phénomène, les pays n'étant pas tous logés à la même enseigne. Quels sont les efforts qui ont été déployés pour pouvoir notamment lutter efficacement contre les émissions de gaz à effet de serre? Quels sont les moyens dont disposent les pays pour précisément prendre leur part dans cette lutte qui engage tous les pays du monde? Vous avez tous suivi ces dernières années les différentes conférences des partis qui ont notamment décidé de pouvoir mettre en place des stratégies communes pour pouvoir régler ce problème. Aujourd'hui donc, nous allons nous intéresser notamment à la réserve et au domaine de la Bombo-Louméné qui est dirigée depuis maintenant quelques mois par Olivier Mouchietté qui en est le directeur-chef de site. Olivier Mouchietté, bonjour. Bonjour Henri. Alors, vous avez eu plusieurs vies, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Ce serait fastidieux de pouvoir en parler en une seule émission, en tout cas dans ce focus. Dans une vie antérieure, vous avez planté des arbres pendant 20 ans. Pourquoi ? Écoutez Henri, merci. Et, oui, effectivement, ça fait 20 ans que je passe ma vie à planter des arbres et je peux vous rassurer que l'opération continue. Donc, nous avons avec mon équipe et notre entreprise mis sur pied ce qu'on appelle un puits de carbone. Donc, concrètement, ça veut dire que nous avons transformé un espace écologique qu'on appelle la savane herbeuse du plateau des Batéké en une forêt. Et l'intérêt de ce genre de démarche, il est multiple. D'abord, comme nous pratiquons de l'agroforesterie, on combine des plantations agricoles classiques comme du manioc, du maïs, avec la plantation d'arbres qui, après 7-8 ans, vont atteindre leur maturité et constitueront, non pas l'arbre lui tout seul, mais toute la population d'arbres, c'est-à-dire une forêt, vont constituer une réserve de carbone. Et c'est ça qu'on appelle un puits de carbone. Et notre monde moderne aujourd'hui a mis en place des mécanismes qui permettent de rémunérer ce genre de services. Parce que quand on transforme une savane herbeuse en forêt, ce que nous avons fait, on passe d'un stock de CO2 de 30 tonnes par hectare à plus de 100 tonnes par hectare. Donc on augmente considérablement le stock de CO2. Or, il faut comprendre, et ça c'est très important, que les arbres et toutes les plantes d'ailleurs constituent leur matière vivante en absorbant le gaz carbonique qui est dans l'atmosphère, grâce au phénomène de la photosynthèse qu'en général tout le monde connaît, mais on connaît moins bien les effets. Donc au plan de l'impact de ce genre d'activité... Sur le plan environnemental, l'écosystème local, mais aussi au plan international. Oui, c'est ce que j'allais dire. Donc le fait de capter du CO2 dans l'atmosphère, évidemment, on ne sait pas d'où provient le CO2 et il ne provient qu'en partie de chez nous, il provient d'ailleurs dans le monde, notamment dans les pays industrialisés, comme vous le disiez tout à l'heure, mais le CO2 que nous captons dans l'atmosphère vient d'un petit peu partout. Et donc l'impact du projet est global. Donc il y a un impact global sur le climat, puisque nous réduisons la quantité de CO2 dans l'atmosphère, mais il y a en même temps un impact local, puisque nous produisons de la nourriture par l'agriculture, et il se fait que les espèces d'arbres que nous avons utilisées, en l'occurrence des acacias, portent aussi des chenilles. Et donc, à la saison qui vient de se passer ici maintenant, nous avons eu une très importante production de chenilles qui a nourri des milliers de personnes. Donc, les impacts sont divers.
Alors, à l'heure actuelle, on le sait, avec la crise du Covid-19, la pandémie, les stratégies de lutte contre ce problème qui vient s'ajouter évidemment aux difficultés que rencontrent beaucoup d'États, surtout africains, pour lutter précisément contre les effets dévastateurs du dérèglement climatique. Que peut-on faire de plus, Olivier Mouchieté, à l'heure actuelle? Alors, aujourd'hui, nous avons, moi-même et mon équipe et moi-même plutôt, nous avons passé des années à mettre au point une méthode de travail qu'on appelle l'agroforesterie communautaire, parce qu'il y a une participation des communautés locales, climatique, parce qu'il y a un impact sur la météo, sur le climat, un impact global, et durable, parce que la façon dont on travaille permet de pratiquer de l'agriculture sur du long terme au même endroit. Ça, c'est quand même extrêmement important, sans utiliser d'intrants particuliers. En clair, on ne doit pas mettre de produits fertilisants et ça marche. Donc, ce modèle, nous l'avons mis au point, je vais dire, excusez-moi du peu, mais sur un petit millier d'hectares, exactement 1500 hectares. Aujourd'hui, ce qui est très important d'assumer, de prendre en charge, c'est d'être capable de changer d'échelle. Aujourd'hui, nous devons être capables, avec ces modèles, de passer de quelques milliers d'hectares à quelques dizaines de milliers, voire quelques centaines de milliers d'hectares. Ce serait l'idéal. La ville de Kinshasa a une population qui tourne aux alentours des 12 millions de personnes et qui augmente de 350 000 personnes en plus chaque année. Donc, inévitablement, l'expansion géographique de la ville est en train de monter exponentiellement. Et donc, il est urgent aujourd'hui, et c'est la raison pour laquelle la directeure générale de l'Institut congolais pour la conservation de la nature m'a confié la direction du domaine et de réserve de la Bombolumene, c'est que il est possible aujourd'hui d'utiliser un tel espace pour constituer un rempart écologique, un rempart vert à la pression démographique, la pression anthropique de l'expansion de la ville de Kinshasa. D'accord. Donc la mission est ambitieuse, mais parler d'ambition, intéressante. je pense que pour mettre en œuvre, en tout cas, un programme aussi ambitieux, on ne peut pas s'empêcher de parler du coût éventuel. Alors, quelles sont les sources de financement possibles, les engagements, les appuis éventuels, aussi bien à l'international qu'au plan local? Bien sûr. Alors, des actions d'une telle ampleur pour avoir un impact significatif nécessitent de la mobilisation d'efforts de plusieurs sources. D'abord, il est clair que l'engagement local, que ce soit par le gouvernement ou par les chefs coutumiers que nous avons réussi à organiser en coopérative, leur engagement aussi bien sur le plan physique que sur le plan politique que sur le plan budgétaire est extrêmement important, c'est fondamental. Nous devons affirmer cette volonté d'engagement sur de tels modèles. Comme on le disait à l'instant, il s'agit de projets à impact global. Donc le bénéfice n'est pas que pour la population congolaise, le bénéfice est pour la population africaine, pour la population mondiale. Et donc, il est assez normal, il est naturel de mobiliser des ressources à l'international, aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé. Parce que ce genre de projet est porteur d'une rentabilité, donc il peut faire vivre de l'argent. Il y a des bailleurs spécifiques qui sont naturellement disposés à s'engager dans de tels projets, par exemple? Mais si on analyse la situation sous l'angle des Nations Unies, nous avons le Fonds vert pour le climat qui est presque opérationnel ici en République démocratique du Congo, qui est un gros appareil financier que nous devons réussir à mobiliser pour de telles ressources. Il existe toute une panoplie d'appareils financiers. Y compris dans le secteur privé. De plus en plus, en tout cas, on voit une montée en puissance dans certains pays qui ont une forte tradition de respect des normes environnementales. On voit justement arriver comme ça des structures qui se tournent à l'international pour voilà, se déployer et peut-être accompagner des efforts locaux. Et effectivement, les sources de financement, ou je vais dire plutôt les appareils de financement se multiplient. Et de plus en plus, on a maintenant la constitution de fonds privés. Ces investissements regardent toujours, ils analysent toujours les facteurs de risque. C'est ça qui est le plus important. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, il est important d'affirmer et de démontrer que nous avons mis au point des modèles. Parce qu'à partir du moment où on peut modéliser des méthodes, on réduit considérablement le risque de gestion des appareils. Si nous avons une affirmation politique forte de l'engagement dans l'agroforesterie communautaire climatique durable, on réduit aussi le risque politique, parce qu'on ne risque pas de se faire confisquer l'appareil rapidement. En plus de ça, si on mobilise les communautés locales, là encore, on réduit le risque foncier. Et
les investisseurs aiment bien ça. Peut-être que on sait qui fait quoi, on sait comment, et donc on est en discussion maintenant avec des fonds. Je viens de citer le Fonds vert pour le climat, mais il y a d'autres fonds privés aujourd'hui qui vont être en appétit face à ce genre de démarche. D'accord, mais écoutez, ce sera le mot de la fin. Merci infiniment, Olivier Mouchide. Je rappelle, directeur-chef de site du domaine et de la réserve de la Bombo Louméné. Ce rendez-vous Focus vous attend également dans les prochaines semaines avec d'autres invités. Mais surtout, n'oubliez pas, le Covid-19 est toujours parmi nous. On respecte les gestes barrières et la distance sociale. Vous l'aurez compris, la RDC est un géant environnemental. Il nous appartient de pouvoir le placer autant que faire se peut à l'agenda international à l'aune des initiatives locales. Nous aurons donc l'occasion de revenir sur ce thème très important dans nos prochaines éditions. À très bientôt.